ami m'a demandé d'intervenir. La question était aider les jeunes à ne pas tomber dans la précarité. D'accord? C'était ça, hein? Et quand j'ai un petit peu réfléchi à la question, je me suis dit, bon, c'est vaste et en même temps, il y a beaucoup de choses à dire et c'est compliqué. C'est pas aussi simple hein, que ça. Hein? D'accord. Et je viens, c'est vrai, je suis assistante sociale et je viens avec mes expériences professionnelles. Je suis aussi une femme, je suis une maman, j'ai 2 garçons et j'ai été mariée, je suis divorcée et tout ça, comme vos parents également, hein, font de nous des personnes qui acquièrent au fil des années de l'expérience. Et au vu des expériences que nous acquérons avec les années, avec les moments faciles comme les moments difficiles, les moments heureux comme les moments malheureux, eh bien, nous sommes en mesure, avec du recul, de donner des pistes. On n'a pas la science infuse, je n'ai pas la science infuse, et je ne prétends pas vous donner la réponse, mais on va en parler ensemble. Est-ce que ça vous convient? Voilà. Et donc, moi, j'ai intitulé ça « Comment s'insérer au mieux dans la société d'aujourd'hui quand on est un jeune adventiste du 7e jour ». Alors, je vais d'abord nous allons définir ensemble la précarité. C'est un mot qu'on utilise beaucoup de nos jours. Et même ce matin, quand j'ai fait les annonces, c'est le mot qui est sorti concernant le secours adventiste. Et en fait, la précarité, c'est tout simplement l'insécurité. L'insécurité de l'emploi, l'insécurité en termes de logement, l'insécurité financière, l'insécurité alimentaire. Et vous avez vu, hein, le secours adventiste est vraiment sur la sellette en ce moment par rapport à ça. L'insécurité relationnelle, affective ou même dans les liens sociaux. Et puis, ça emmène aussi à l'exclusion et la précarité également dans le domaine de la santé. Voilà. Mais j'aimerais vous poser quelques questions, les jeunes. J'aimerais voir la main des personnes qui n'ont pas de rêve. Alors, je ne parle pas de se coucher le soir et de faire un rêve, d'accord? On s'est compris. Est-ce que parmi vous, il y en a qui n'ont pas de rêve? Alors, je ne te parle pas des rêves que tu fais en dormant, hein? Non, d'accord, hein? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous avez des rêves dans la vie, les jeunes? Vous avez des rêves? Vous ne répondez pas. Est-ce que vous avez des rêves? Ou est-ce qu'il y en a parmi vous, alors je ne sais pas s'ils vont répondre, hein, qui n'ont pas de rêve? Ce n'est pas un drame non plus, mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas de rêve? Alors, j'aimerais aussi savoir si parmi vous, il y en a qui sont en train de réaliser leurs rêves. Lindsay, c'est ça, c'est Lindsay. Stacy, je me suis trompée. Stacy, Moïse, ton prénom c'est Déborah, voilà. Sephora, excuse-moi, hein, Sephora, donc qui sont en train de réaliser leurs rêves. Alors, il y en a peut-être qui ont eu des rêves à un moment, et puis qui ont changé leurs rêves. Alors, on peut s'étonner quand je dis ça, hein. Par exemple, certains se disaient, dans quelques années, je vais devenir mécanicien, ou bien je vais devenir professeur, ou je vais voyager à travers le monde, ou encore je vais me marier, je vais avoir des enfants. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent exactement le métier qu'ils veulent faire? Alors là, je devrais avoir toutes les mains levées. Est-ce qu'il y en a qui savent le métier qu'ils veulent faire demain? Sephora, tu sais le métier que tu veux faire demain. Très bien. Alors, j'ai une question un petit peu plus cocasse, là. En fait, pas forcément bon.
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent qu'il n'est pas indispensable de travailler dans la vie? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui considèrent qu'il n'est pas indispensable aujourd'hui de travailler, d'avoir un travail? Moïse! C'est pas indispensable de travailler. Qu'est-ce que tu as dit? Ah là là! Voilà. Tu places ton argent, d'accord. Mais quand tu le places, quoi? Quoi? Une activité, oui. Voilà. Mhm. D'accord. Ça aurait été bien si ouais, le micro pouvait circuler. OK, d'accord. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous, donc c'est des questions, hein, qui ne sont pas déterminés sur ce qu'ils veulent faire demain, qui ne savent pas encore trop ce qu'ils veulent faire comme métier? Test. Il y en a parmi vous? Moïse? Stacy? Vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire demain? Vas-y. Quoi? C'est quoi je dois dire du coup? Pas... Non, mais c'est... Donc, comme il t'a donné le micro, je pensais que tu voulais rajouter quelque chose. D'accord. Et puis, j'ai une autre question à vous poser. Quand vous pensez à l'avenir, et là, j'espère que j'aurai encore plus de réponses, est-ce que l'avenir vous fait peur? Est-ce que l'avenir vous inquiète? Qu'est-ce qui t'inquiète? Prends le micro. Voilà. Est-ce que l'avenir vous fait peur, les jeunes? Qu'est-ce qu'elle dit ça? Qu'elle dit, mais oui, d'accord. Tu peux t'exprimer un petit peu plus à ce sujet? Attends, il va te donner le micro. Ben, personnellement, moi, l'avenir me fait peur dans le sens où c'est très contradictoire de dire ça, mais la technologie en soi, elle prend beaucoup trop d'importance dans tous nos faits et gestes actuellement. Et vu qu'elle est vouée à évoluer et à faire que prendre dans notre quotidien, ben, j'ai peur que le monde finisse en mode Terminator et que ce soit les... honnêtement, vraiment. Du coup, voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui voudrait s'exprimer là-dessus? Ou même un parent hein, à qui pourrait parler de l'expérience qu'il a vécue par rapport à ça. Alors, moi, je vais vous donner mon expérience. Quand j'avais votre âge, même quand j'étais beaucoup plus jeune, je souhaitais être médecin. Ouais. Et de par ma personnalité, quand j'ai un projet, je vais jusqu'au bout. Et puis un jour, j'ai commencé à fréquenter l'église adventiste, je suis devenue adolescente. Et un prédicateur est venu chez nous. Et sa prédication était très intéressante au début, on a beaucoup ri, il a raconté des choses intéressantes. Et puis à un moment, il a mis un visage très sérieux et puis il nous a annoncé le retour du Seigneur. Mais attention, il nous a dit que les persécutions viendraient, que telle chose se ferait, que nous ne pourrions plus venir dans nos églises, que nous ne pourrons plus travailler, patati et patata. Et quand je me suis retournée ce jour-là dans l'église, les gens étaient en train de pleurer. Les personnes qui étaient en train de rire il y a quelques minutes étaient en train de pleurer. Et moi qui entrais dans l'église adventiste, ça a été un choc. Mais quand je vous dis un choc qui a transformé ma vie. Parce que après cela, j'ai décidé de faire des études courtes. Parce qu'il n'était pas question que je m'engage dans quelque chose et que je ne vois pas où je vais. Et j'ai cherché des solutions pour faire des études, c'est-à-dire même une année d'études si c'était possible. Voire rien du tout. Mais heureusement,
j'avais une maman qui n'était pas adventiste à ce moment-là et qui a vu le chemin que j'étais en train de prendre et qui a tout fait pour que je puisse me recadrer, me resituer, me calmer et faire des études. J'ai fait 3 années d'études. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cet événement-là a bousculé ma vie et a fait des changements, j'allais dire, qui se sont vus aujourd'hui. Et même quand je me suis mariée, je n'avais jamais de projet à long terme. L'histoire de construire une maison n'était pas dans ma tête. Parce que... Et puis, comment il vient, quoi? C'est-à-dire les catastrophes qui arrivent. Moi, c'est ça que j'avais retenu. C'est ça qui m'avait marqué et qui marque. Alors, la pandémie que nous avons vécue, je sais, pour le voir sur mon lieu de travail, a marqué des gens, a fait que des gens aujourd'hui ne voient plus le monde tel qu'ils le voyaient avant. Parce que ça non seulement les a bousculés, mais les a amenés à se remettre en question. Et quelquefois, nos jeunes sont face à cela. Je prends l'exemple de la pandémie, comme je pourrais prendre d'autres exemples. Mais avant d'en arriver là, il y a dans l'existence plusieurs domaines, et j'ai même envie de dire 3 domaines principaux dans lesquels auxquels nous sommes préparés. On nous prépare, que la société nous prépare. C'est d'abord le travail. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un travail. Et puis, on vous demande également d'avoir une famille. Une famille. Et puis, un autre domaine dans lequel on s'applique au maximum, c'est aussi la santé. Et la religion, elle, c'est un petit peu ce que nous considérons comme étant ce que nous avons, hein, puisque nous sommes adventistes du 7e jour et nous considérons qu'il n'y a pas forcément de travail à avoir là-dessus. Mais les 3 principaux points sur lesquels on nous demande de travailler, c'est, d'œuvrer, c'est le travail, la famille et puis la santé. Et puis c'est vrai que d'autres choses viennent ensuite. Et c'est vrai que la plupart d'entre nous, nous voulons réussir notre vie. Nous voulons réussir dans la vie. D'accord? Et on nous cravache quelquefois pour que nous puissions justement tout faire pour réussir ces aspects-là, et particulièrement le premier aspect dans lequel on nous demande d'œuvrer, c'est dans lequel? Le travail. Voilà. Et donc, nous allons voir justement ce premier domaine, qui est le domaine du travail. Et c'est vrai que les jeunes, on vous prépare à ça, et j'ai même envie de dire, les garçons un peu plus que les filles. Parce que jusqu'à aujourd'hui, en 2023, une fille qui est à la maison, qui s'occupe des enfants, qui n'a pas de travail, ça passe toujours. D'accord? Mais un garçon qui n'a pas de travail, ça ne passe pas. D'accord? Et c'est une lourde responsabilité que l'on pose sur les épaules du garçon. Heureusement, il y a aussi des filles qui prennent la décision, et on en est les témoins, et nous en faisons l'expérience, nous-mêmes, maman, d'avoir un emploi. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, le discours de mes parents était le suivant. Les études, le travail, et je ne veux pas entendre parler de garçons tant qu'on n'est pas venu me dire quel emploi on fait. C'était ça chez mes parents. Donc les petits copains, ça n'a pas circulé chez nous parce que ce n'était pas d'actualité pour mes parents. C'était les études, le travail, et ensuite, vous pourrez nous présenter le garçon que vous voudrez. C'était ça. D'accord.
Et c'est vrai que quand on remonte à la Bible, nos premiers parents, le Seigneur leur a demandé d'avoir une activité. Nous sommes d'accord? L'activité est nécessaire. Parce que, et plus encore aujourd'hui qu'avant, parce que c'est ça qui vous permet d'exister dans la société, de vous débrouiller, de faire tout ce que vous voulez, de vous nourrir, de vous vêtir, de vous loger. Vous êtes d'accord avec moi, les jeunes? Jusque-là, d'accord. Et quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ah bon. Et, et dans la cité, c'est ce qu'on demande, c'est d'avoir une activité. Et c'est souvent à ce niveau que cela coince pour beaucoup de jeunes. Parce que dans le monde scolaire, on demande aux jeunes très tôt, je dirais même, moi ce que j'appelle très tôt, ça c'est mon opinion très personnelle que je vous donne, très tôt de savoir exactement ce qu'ils veulent faire. Parce qu'à partir de la 3e, c'est l'orientation et voilà. Et quelquefois, le jeune est perdu parce qu'il ne sait pas du tout ce qu'il veut faire. Non pas parce qu'il ne veut pas travailler, mais il ne sait pas ce qu'il veut faire. Et certains comme moi, je disais tout à l'heure là, ont changé leur plan dans la vie. Parce que des fois à la maison, il y a des jeunes qui ont eu des projets, et puis il y a eu le divorce des parents, il y a eu la séparation, il y a encore, comme j'ai dit, la pandémie, qui fait que les jeunes n'ont plus envie de se battre. Et quelquefois, on s'interroge, on se demande pourquoi. D'accord? Or, ils vivent des choses qui sont difficiles à vivre quand on est une personne en construction. De devoir gérer les difficultés autour de soi ou l'échec scolaire. Il y en a d'autres aussi qui ont laissé tomber les études et l'espoir même de travailler à cause de toutes ces choses-là, qui se laissent aller avec le temps et qui ne savent pas toujours comment se remobiliser. Et le simple fait de leur dire « mais il faut que tu saches ce que tu veux faire, hein? Tu ne peux pas rester à la maison sans rien faire », ce n'est pas aussi simple que ça pour les jeunes, parce qu'ils ne voient pas forcément l'avenir et ils ne voient pas de perspective face à des difficultés qu'ils rencontrent et qu'ils vivent. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie, tout simplement, qui ne sont pas sûrs du métier qu'ils veulent faire. Il y en a qui ont eu des difficultés scolaires. Et les difficultés scolaires ont fait que les orientations qui leur ont été proposées n'ont pas été forcément ceux qu'ils souhaitaient. Et je connais de nombreuses personnes, et même ceux qui sont brillants à l'école, et c'est là également où quelquefois les orientations, ne sont pas forcément adaptées. On a des jeunes qui, par exemple, étaient très bons en mathématiques, et on leur a dit, parce qu'ils ne savaient pas trop où ils voulaient aller, de se lancer dans la comptabilité. Et moi, je connais de nombreuses personnes qui viennent dans mon bureau, qui sont en difficulté financière, qui sont comptables, de formation, mais qui n'ont jamais aimé la comptabilité, et qui tournent en rond parce que c'est l'orientation qu'on leur a donnée. Certains, on les a lancés dans l'agriculture parce qu'on a cru que c'était la meilleure solution pour eux parce qu'ils ne s'en sortaient pas dans certains domaines. Et face à ça, le jeune se sent perdu. Et puis, il y a aussi d'autres jeunes qui, à cause des difficultés qu'ils ont à la maison, qu'ils ont dans certains domaines, entrent dans un engrenage que l'on appelle l'addiction. L'addiction aux herbes. Il y a également l'addiction aux jeux vidéo, Internet, même les feuilletons, telenovelas sont des addictions, je vous le dis. Les substances illicites, comme j'ai dit. Mais heureusement, il y a quand même des jeunes qui savent exactement ce qu'ils veulent faire. Et il y a un autre domaine dans lequel les jeunes
ont un frein, et j'en ai rencontré, et j'en rencontre, voilà, pas forcément dans le milieu professionnel. Il y a également un frein que l'on appelle la religion. Il y a des jeunes qui auraient souhaité faire des activités, avoir une activité professionnelle très particulière, mais qui se disent que l'histoire du sabbat va être un frein. Et je t'écoute, Nathan. La question. Ceux qui veulent faire le travail en question, le sabbat, et qui ne veulent pas, comment dire ça, t'embaucher parce que tu ne veux pas le faire le sabbat, c'est eux qui mettent des freins, mais c'est pas la religion. Non, alors, oui, alors, je m'explique. Hein. Il y a des jeunes, j'ai compris exactement ce que tu dis. Il y a effectivement ça. Et pour plusieurs d'entre nous avons été confrontés à cette question-là, du sabbat. Hein, de vouloir prendre un emploi et puis que l'employeur te dise non, sauf si vous acceptez de venir travailler le samedi. C'est ce dont tu parles. Mais moi, je te parle du jeune qui se dit, j'aurais bien voulu faire ce métier-là, mais la question du sabbat va me poser un problème. Et qui n'avance pas à cause de cela. J'en ai rencontré qui sont omnibulés par cette question-là. Est-ce que certains d'entre vous ont ce défi-là à relever? Moïse? Tu l'as eu, ce problème? Attends, excuse-moi, hein, on va te donner. Alors personnellement, je ne l'ai plus actuellement, mais fut un temps je l'ai eu, parce que je voulais faire du sport en tant que professionnel. Et dès qu'on essaie, par exemple moi, dès qu'on essaie de monter au niveau départemental ou au niveau régional, les matchs comme certains entraînements, les matchs importants vraiment, où il y a des recruteurs, etc., ça va être le samedi. Les entraînements vont se dérouler le vendredi soir. Donc même si moi, par exemple, j'ai eu de la chance, je suis monté quand même jusqu'au niveau départemental. Mais je me suis arrêté là parce que dès qu'on montait, on grimpait un peu, c'était tous les événements en fait qu'il y avait. C'était le samedi, il n'y avait même plus aucun événement le dimanche. Oui, effectivement. Ce que tu dis est tellement vrai parce que quand je grandissais, quitter l'école, tu vas avoir les diplômes, etc. J'ai vu, disons, presque 90% de mes amis quitter l'église parce que ce qu'ils voulaient faire, ils ne pouvaient pas le faire en restant à l'église. Oui. À toutes les façons qu'ils allaient les radier. Être policier, et beaucoup d'eux sont devenus des policiers, mais les policiers travaillent les samedis, d'accord? Il y a aussi des métiers qui nous paient, par exemple, j'ai discuté pas longtemps avec un jeune garçon qui me dit qu'il veut être pilote, d'accord? Et je le regarde et je dis, tu as pensé au sabbat? Bon, peut-être j'ai mal fait, hein, parce que je sais comment tu vas garer l'avion le jour du sabbat. Des trucs comme ça. Et il y a des choses comme ça qui sont... Il fait face à ça tous les jours. Donc ce que tu dis là, je crois que c'est vraiment vrai. Oui, tout à fait, parce que j'en rencontre. J'ai des jeunes à qui j'ai dit, effectivement, il y a ce métier. Oui, mais attends, Martine, il y a la question du sabbat. Il y a le problème du sabbat. Voilà. Et pourtant, les jeunes, je vous rappelle une chose, hein, beaucoup de membres d'église que vous voyez le samedi matin sont là le samedi matin alors qu'ils travaillent. Ce qui veut dire que la question du sabbat peut être dépassée. Et il y a souvent des solutions. Alors, je reconnais, je me souviens, il y a quelques années de cela, la sœur Sablier était venue ici et avait raconté une anecdote concernant des jeunes qui avaient entrepris des études, ou du moins des études, et dans un domaine où de toute façon, les examens se passaient un samedi. Et elle leur avait dit, mais vous savez que le samedi, il y a ces examens-là. Donc ça aussi, ça constitue des freins pour les jeunes. Alors moi, je pars du principe que le jeune qui croit en fait au plan de Dieu pour sa vie n'a pas à se poser cette question-là, ça. Puisque Dieu, enfin, s'il croit hein, en tout cas à ce plan que Dieu a pour lui, Dieu sait où l'emmener, par quoi il doit passer. Donc
Dieu a instauré le sabbat. Donc, s'il respecte sa volonté, tout se passera bien. Il faut juste en fait faire preuve de foi, de patience et reconnaître que parfois on se dirige vers des choses en fait qui c'est pas là que Dieu veut nous emmener en fait. Et c'est très dur de se rendre compte qu'on est sur le mauvais chemin et parfois on est déjà dedans. Il faut simplement faire confiance à Dieu en fait et écouter ce qu'il a là où il veut nous emmener tout simplement. C'est très bien ce que tu dis. Alors, néanmoins, il y a des jeunes qui ne sont pas encore arrivés à ce stade-là, tu sais, de cette vision de Dieu, de cette maturité spirituelle, d'accord? Et moi, à l'époque, je n'étais pas arrivée à cette maturité spirituelle non plus, hein, d'accord? Donc, je peux entendre que certains jeunes ne sont pas encore à ce niveau-là. Mais c'est très bien ce que tu dis, c'est ce vers quoi on va tendre vers la fin. Il y a de toute façon des métiers que l'on ne pourra pas exercer de toute façon en tant qu'adventiste du 7e jour. Il faut l'accepter. Hein? Je prends un exemple, un métier dans lequel on va vous demander de vous dénuder en public, je vois difficilement un adventiste du 7e jour dedans. Hein? Mais oui, il y a des métiers comme ça. Quoi? Oui, un chrétien. Oui, mais comme je parle d'un adventiste, tu vois, ça sera difficile. Ou des métiers où on demande de faire preuve d'actes de violence. Je ne sais pas, ça sera difficile. Les métiers qui font la promotion du vice ou je sais pas, du mensonge, les métiers dans lesquels, je sais pas, on vous demande de travailler dans un endroit où on fait des cigarettes ou de l'alcool, ça sera difficile. Hein? Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont difficiles. Marc-Anne, qu'est-ce que tu disais? Non, vas-y. Quand même, on est curieux. En vrai, j'ai dit ça, mais c'est pas la bonne mentalité. J'ai dit ça pour dire ça. Mais ce que j'ai dit, c'est que ça dépend, ça paye combien? Si on est à la recherche de l'argent, hein? L'argent rapide est bien gagné. Bon. Et il y a également, vous savez, ceux qui se sentent obligés de travailler dans un domaine qu'ils n'ont pas choisi eux-mêmes. Et j'ai donné l'exemple de ces personnes que l'on a orientées dans une voie qui n'était pas forcément celle qu'ils souhaitaient et qui, à un moment, se sont cassés la figure. Il y a aussi des parents qui tiennent absolument à ce que leur enfant devienne médecin, avocat, Déborah, enseignant ou ingénieur, alors que ce n'est pas forcément la volonté du jeune. Et j'ai une anecdote pour vous, c'est celle d'un monsieur que j'ai écouté dans un reportage, un ancien médecin qui était petit-fils de médecin, fils de médecin, et il devait lui-même être médecin. Et donc il a fait les études de médecine, il les a réussies, il a pratiqué la médecine pendant de nombreuses années, marié, avec des enfants, et il a fallu le décès de son père pour qu'il change de voie, mais complète, et pour qu'il fasse exactement ce qu'il avait toujours rêvé de faire. Tailleur de pierre. Ben oui, mais tailleur, pas pour faire n'importe quoi, hein, d'accord? Et il est devenu un très bon tailleur, apprécié. Mais c'est ce qu'il voulait faire. Il a suivi les rêves de ses parents et n'ayant pas le courage d'affronter son père, il a exercé. Et c'est au décès de son père qu'il a dit, bon, écoutez, moi maintenant je vais faire ce que je veux. Et tout le monde, personne ne s'y attendait, tailleur de pierre. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément d'être avec des métiers dits de notables que l'on réussit à s'en sortir dans la vie. Il faut pouvoir faire ce que l'on souhaite faire. Et oui, je t'écoute. C'est-à-dire? Parce que, imaginons qu'il n'avait pas eu ni son père ni son grand-père pour l'aider et qu'il voulait directement devenir un tailleur de pierre, il n'aurait pas forcément trouvé les clients tout de suite. Et avec les fonds qu'il n'aurait pas eu,
il serait peut-être cassé la tête, en fait. Oui, mais ça, on est dans les détails, mais dans la réalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il voulait faire. Après D'accord. avoir été médecin, Oui, avoir déjà eu les fonds. Non, il aurait pu commencer comme de nombreux tailleurs de pierre Mais il aurait pu ne pas. et se faire un nom, puisque c'est son talent qu'il a hissé là où il est aujourd'hui. C'est son talent. C'est pas le fait d'avoir eu des bases de l'argent pour pouvoir ouvrir son cabinet. Non, il avait son talent. Parce que tu peux faire cela. Et puis, au café des vieux bitins, les gens disent, bon, qu'est-ce que c'est? On ne te suit pas. Mais si tu es dans ton domaine, tu fais ce que tu veux faire. C'est ça le plus important. Hein? Alors, je ne vous apprendrai rien, les jeunes, si je vous dis qu'il y a des professionnels qui accompagnent. Vous savez ça, aujourd'hui. Il y a des psychologues qui sont doublés d'une bonne formation dans le domaine de l'emploi et qui vous orientent correctement. Et pour avoir travaillé avec quelques-uns d'entre eux, j'ai vu des miracles se faire. Des jeunes qui ne savaient pas du tout ce qu'ils voulaient faire et qui, pris en charge par ces professionnels, qui refont avec eux le plan, c'est-à-dire leur parcours. Et quelquefois, ils vont très loin. Ils parlent comment tu étais quand tu étais un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu en arrives là dans tes études, tac, 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 et pour leur dire, voilà, maintenant, voici les métiers ou le métier dans lequel tu pourrais t'épanouir. Et la plupart du temps, toutes les fois que je leur ai envoyé du monde, nickel, comme. C'était ça. Même des adultes que je leur ai envoyés. Et ces personnes-là ont pu se réorienter grâce à ces professionnels. Donc, il y a des professionnels qui vous aident. Il y a également des structures comme la mission locale, comme le conseil départemental avec le service jeunesse. Il y a pas mal de choses. On ne va pas s'étendre là-dessus aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a des structures, des lieux où on peut vous accompagner réellement beaucoup plus que ce qui se faisait à l'époque. Hein. À mon époque, ça n'a pas existé, hein, tout ça. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de facilité. Il faut pouvoir s'orienter là-dessus. Et ce qu'il faut retenir concernant le travail, c'est que le travail est un passage nécessaire à l'accomplissement d'une personne, que ce soit une femme ou un homme. Et il faut parvenir à trouver le métier qui nous convient, ou l'emploi dans lequel on va pouvoir s'épanouir. Et la précarité peut commencer là. La précarité peut commencer quand on se retrouve dans un emploi qu'on ne veut pas, qu'on n'aime pas, et qu'on n'arrive pas à se réveiller le matin pour aller travailler. Et je peux vous dire que, personnellement, je connais des professionnels qui n'ont plus envie d'exercer le métier d'assistante sociale. Il y en a même qui me disent, quand je suis en face de la personne, je me demande même si c'est en chinois ou en français que la personne me parle, parce que la personne est... Et plusieurs de ces personnes-là, quand on discute, ce n'était pas leur voix, ce n'était pas le choix qu'ils avaient fait. En ce qui me concerne, je vous dis très honnêtement, j'ai une 30aine d'années de métier, et chaque jour, Dieu a permis, jusqu'à maintenant, que je me réveille c'est-à-dire avec le plaisir d'aller travailler. Et je ne le dis pas pour... c'est vraiment le métier que j'ai choisi, que je voulais faire. Et quand je reviens de vacances, je ne suis pas en train de me dire « Ah ouais, allez recevoir la... » Parce qu'il y a des gens, oui, j'ai des collègues qui arrivent comme ça. Non, sérieux, hein? Voilà. Parce que les gens n'ont pas choisi forcément leur métier. Et quand vous vous retrouvez à ne plus vouloir exercer une activité, c'est dur, c'est très dur. Il ne s'agit pas seulement aussi d'avoir un emploi. Il y a une autre question sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais que je vais simplement citer. On a un travail et on reçoit un salaire. Mais sait-on gérer le salaire que l'on a reçu? Parce que la précarité aussi est dans cet aspect-là. Des gens qui travaillent. Moi, je me souviens d'un monsieur qui est venu me voir en me disant « Madame, je suis venu vous voir parce que je ne m'en sors plus, même. Je suis endetté. » Alors, quand je m'assois avec lui et que je fais son budget,
il était au... Et il me dit que ça fait des années qu'il est dans cette situation et que les choses ont empiré depuis qu'il se retrouve au chômage. Et donc moi, habituée à des petits montants, je prends mon stylo et je m'apprête à écrire. Et je vois que c'est un monsieur qui vit seul, qui n'a presque pas de charge parce qu'il est dans une maison familiale et c'est payer son eau, son électricité, son portable, c'est tout. Le mec a 2000 euros de salaire. Il en a pas de salaire, de prestation chômage, d'allocation chômage. D'allons, ce qui veut dire qu'avant, il était autour de 5000 euros, monsieur là. Et il pas ça gérer ça. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas gérer. Et qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, au lieu de se faire à manger, il va acheter à manger, il va acheter. Matin, midi, soir, il achète. Point de butin, il a acheté. Donc, à la fin, il a une facture d'eau de 60 euros et il me dit qu'il ne peut pas payer la facture d'eau de 60 euros. Non. Vous comprenez? Donc, ça, ce sont des problèmes de gestion. Et une personne qui travaille et qui ne sait pas gérer, il n'y a rien de pire. Parce que ça va avoir des impacts sur quoi, les jeunes? Quand vous êtes chez vous et que vous ne savez pas gérer, sur quoi ça a un impact? Non, je parle des charges. Qu'est-ce que vous devez payer quand vous êtes dans une maison? Le micro, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous devez payer dans une maison? Alors, ça dépend si on est dans un appartement ou si on a acheté le terrain. Si on a acheté la maison, voilà. Ça, tu es déjà là, c'est bien. Pas seulement le terrain, mais il faut mettre la maison dessus. Mettre la maison dessus D'accord. aussi. Non, mais sinon, normalement, c'est le loyer, l'électricité, l'eau, le gaz, si on est sous gaz. Et après, quoi? C'est vrai, les la gens qui sont sous Wi-Fi. gaz ici. Mais c'est pas dans les charges. Voilà. Pas dans les charges Ton téléphone portable, ton Internet. Ah, on met ça aussi dedans? Ah, ok. Tout ce que tu payes. Mais je pensais qu'on peut... Non, Mais voilà. c'est ça, mais Internet, il faut Voilà. mettre la Wi-Fi, il faut mettre tout. Voilà, L'assurance donc aussi. c'est tout. L'assurance aussi, il faut la mettre. Donc voilà. Et les courses. Voilà. Et l'essence de la voiture, parce que tu as oublié la voiture, ton assurance auto, ton crédit auto et tout le bitin qui est derrière. Voilà, il y a tout ça. D'accord? Et quand on ne sait pas gérer ou qu'on sort son argent au lance-pierre, eh bien, forcément, à la fin du mois, on se retrouve en difficulté. Et puis, des fois, on veut pallier sur parce qu'on a un retard là, et puis c'est le loyer qui prend un coup, et puis on se retrouve en impayé de loyer et en expulsion. D'accord? Mais très honnêtement, sur la question du budget, il est possible que nous travaillions dessus parce que c'est un domaine dans lequel je m'en sors très bien pour faire des présentations sur le budget. Donc, si un jour la direction souhaite, pas le samedi, faire quelque chose sur le budget, je suis à votre disposition pour ça. Et puis, le deuxième domaine dans lequel on doit travailler, à part le travail, c'est quoi? La famille. La construction de la famille. C'est le second poste sur lequel il faut travailler pour ne pas tomber dans la précarité. Parce que la précarité guette en tout temps. Et elle peut naître dans différents domaines. Et la famille est un espace dans lequel il peut y avoir des tremblements de terre qui font une personne ou une famille tomber dans la précarité. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont tombées dans la précarité à la suite d'un problème de couple. Il y en a même qui gagnaient très bien leur vie, et puis quand il y a eu la rupture dans le couple, eh ben, je crois même que ça a eu des conséquences sur la santé mentale de certaines personnes qui n'avaient plus envie d'aller travailler, plus envie de rien faire, et qui ont baissé les bras sur pas mal de choses. Et la famille est donc le domaine dans lequel vous devez mettre un point d'honneur à travailler. Alors, il y a également la violence conjugale qui emmène les gens, parce que quand il y a de la violence dans les couples,
on a des personnes qui ne peuvent plus, j'allais dire, travailler correctement. Moi, je connais une ou deux familles, une ou deux personnes, pardon, qui ont perdu la tête suite à de la violence conjugale. Et donc, ces personnes-là n'étaient plus en mesure de travailler et même d'avoir une vie normale, tout simplement parce qu'elles ont été fragilisées par la violence conjugale. Donc, qu'est-ce que l'on doit faire quand on projette de se marier? Parce que j'ai vu que personne n'a levé le doigt quand j'ai demandé est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de rêve. Donc, je veux croire que vous avez le projet et le rêve de vous marier, les jeunes. Oui? Oui? Oui, voilà. Alors, je ne suis certainement pas la mieux placée pour parler du mariage, n'est-ce pas? Puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai divorcé. Cependant, j'en ai tiré des leçons, j'en ai tiré des expériences qui me permettent de donner des pistes. On peut, quand on projette de se marier, il faut se préparer personnellement à entrer dans le mariage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les jeunes? Il faut d'abord se préparer. Est-ce qu'il est question d'abord de chercher la personne ou bien est-ce qu'il est question d'abord de se préparer? Qu'est-ce que tu as dit, Marc-Anne? Chercher la personne. D'accord. Non, mais c'est une piste, hein? Voilà. Mais... Il a dit se chercher, hein? Ce qui ça? Il a dit se chercher. Ah, se chercher. Excuse-moi. Donc, j'ai entendu chercher. D'accord. La première chose que l'on doit faire, c'est se préparer. Pourquoi? Vous avez une idée? Attends, ta fille veut parler. Osilia. Oui, laisse-la dire ce qu'elle... Il faut se préparer pour la rupture après. Pour la qui ça? Pour la quoi? Voilà, tu pars déjà sur un échec, comme te dit ta maman. Marc-Anne a quelque chose à dire. Moi, je pense qu'il faut se préparer surtout à faire des gros compromis, avoir une bonne discussion et avoir déjà au préalable une bonne relation avec la personne. Parce que de ce que je connais, de ce que j'ai vu et entendu, ça n'a rien à voir quand on est en couple avec la personne. Tu découvres réellement ta personne quand tu te maries. Du coup, c'est chaud. Donc, il faut vraiment se préparer avant. Mentalement. Surtout pour nous, les gars. C'est notre combat. Hein? C'est notre combat. Pas quoi, hein? On ne peut pas réussir son mariage sans avoir fait d'abord un nettoyage dans ses pensées, dans son caractère et dans la vision que l'on a du mariage. Parce qu'on vient avec, et surtout les filles, hein, on vient avec beaucoup de rêves, quelquefois empruntés aux telenovelas ou aux séries ou aux films d'amour. On nous a bercé, alors peut-être pas votre génération, avec la Belle au bois dormant, avec des... Hein, voilà, quoi? Jusqu'à aujourd'hui? Ah oui, d'accord, je pensais que ces trucs-là étaient passés de mode. D'accord. Donc, avec des petits films, avec des choses qui nous donnent une vision très romantique, très romancée du mariage et qui ne correspond pas à la réalité. Et les parents rient, n'est-ce pas? Ça ne correspond pas à la réalité. Alors, réussir son mariage, ce n'est pas, attention, hein, rester ensemble toute sa vie. Hein? Ce n'est pas ça qui est la preuve d'un mariage réussi. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés jusqu'au bout et qui vivent un enfer quotidien ou qui sont carrément dans une supercherie. On a des couples où on les voit, on croit qu'ils sont ensemble et ils ne sont pas ensemble. D'accord? Et qui vivent des drames. Donc ce n'est pas ça que nous appelons réussir son mariage. Réussir son mariage, c'est vivre avec une personne
qui, malgré les conflits, Marc-Anne, on peut s'épanouir avec elle, malgré les conflits, s'épanouir avec vous et avec qui vous vous épanouissez. Alors, je ne sais pas si des parents peuvent donner aussi leur définition du mariage que l'on réussit. Heureusement, encore, nous avons à l'église adventiste, des personnes formées à préparer les couples au mariage. Et croyez-moi, ils sont efficaces. Et si vous écoutez certaines personnes, ils vous accompagnent et vous aident à savoir, même si tous les deux, vous êtes bien, vous avez fait le bon choix. Et il y a des personnes qui devaient se marier et qui ne se sont pas mariées suite à ces formations-là, parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, voilà. Et puis, il y a aussi une chose qu'il faut vous dire, hein. Tout doit être fait sous l'égide de Dieu. Mais on va revenir à la fin là-dessus, mais tout doit être fait sous l'égide de Dieu. Je vais vous raconter une anecdote d'un bulletin d'émission que j'avais raconté quand j'étais plus jeune, qui s'était passé aux États-Unis, qui m'avait marqué. Un jeune homme qui se destinait au métier, à la vocation de pasteur, et qui avait dans son église aux États-Unis trouvé une jeune femme de bonne famille, de bonne éducation, avec qui il s'entendait très bien, et tout le monde leur disait, vous allez bien ensemble. Et pour eux aussi, ils allaient bien ensemble. Mais un jour, le gars a décidé d'interroger Dieu. Et puis Dieu lui dit, dans son rêve, ce n'est pas cette fille que je t'ai choisie. Mais le gars est tombé des nues. Et quand il a fallu dire ça à la fille, parce qu'il n'est pas lui dire ça tout de suite, parce qu'il s'est dit, c'est pas possible. Et à un moment, quand il a senti vraiment qu'il ne pouvait pas passer à côté, il a dit qu'il va le lui dire. Et il a dit à la jeune femme que ce n'est pas dans les projets de Dieu. Et pourtant, même l'Église leur disait, ouais, on vous voit bien ensemble, vous allez bien ensemble. Et c'est vrai. Mais le Seigneur avait mieux pour lui. Parce que quelques années après, donc ils se sont séparés, et c'est lui qui racontait l'histoire, il a rencontré sa femme, donc il a fait ses études de théologie, il est devenu pasteur, et il a dit, la femme que Dieu lui a donnée, c'était exactement la personne qu'il lui fallait, qui correspondait à la personnalité qu'il avait. Et la jeune femme également a rencontré quelqu'un qui lui convenait. Donc quelquefois, on fait des choix qui sont bien, que l'on peut applaudir, mais Dieu dit non, ou nous propose autre chose. Alors, sachez également que même dans l'Église catholique, il y a la préparation au mariage. Je ne sais pas si vous le saviez. Ils font la préparation au mariage, puisque j'ai une collègue qui est passée par là il y a quelques années, et j'étais très étonnée. Elle m'a dit, oui, le prêtre dit, moi, ma fille, si vous voulez vous marier dans mon église, préparation du mariage. C'est ce qu'il lui a dit. Donc, elle a fait, et ils font, les diacres, dans son église, font la préparation du mariage. C'est pour vous dire qu'on s'est rendu compte que ces préparations au mariage sont intéressantes, sont nécessaires. Parce qu'on fait des choix, des fois, on fait des choix de beauté, on fait des choix parce que, voilà, on est, voilà, le cœur bat avec... Mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Quel sentiment avez-vous pour vous-même? Est-ce que vous vous aimez pour aller ensuite aimer quelqu'un d'autre, et même accepter l'amour qu'il vous porte? Et quand je dis ça, je pense à moi, parce que ça a été ça mon problème. Voilà. Qui je suis? Comment est-ce que je m'aime? Est-ce que j'ai appris à m'aimer, à m'accepter comme je suis? Parce qu'il est difficile d'aimer une autre personne ou d'accepter l'amour que l'autre vous donne, alors que vous-même, vous dites, bon, est-ce que je mérite ça? Est-ce que, voilà. Et ça peut être un frein dans le mariage. Plusieurs parmi nous, les adultes, et ça, je pense que je vais être rejointe par beaucoup de parents, ont fait l'erreur de croire que l'on se marie pour être heureux.
Qu'est-ce que vous en pensez, les jeunes? Vous vous mariez pourquoi? Pour être heureux? Pour partager l'amour qu'on a déjà. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc-Anne, toi? Pour partager l'amour qu'on a déjà. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Est-ce que c'est pour être heureux? Oui, moi aussi, oui. On se marie pas pour être malheureux, ça sera quoi? Je comprends ce que tu dis, mais tu vas comprendre quand je vais t'expliquer. Il faut que tu apprennes d'abord à être heureux sans ton épouse. Oui. Seul. Non, Oui, c'est sûr. on dit ça, on dit oui. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Ouais. C'est sûr qu'il faut savoir être heureux. Il faut savoir se... Je vais pas dire se satisfaire. C'est un peu ça, c'est Oui, se satisfaire, se complaire Mhm. en sa personne, en sa personne toute seule, on va dire. Oui. Pour ne pas être dépendant de l'amour de quelqu'un ou pour ne pas tout simplement, on va dire, je sais pas comment dire, compenser, on va dire, notre manque avec l'amour que cette personne-là nous donne. Mais maintenant, c'est sûr Mais que... tu vas t'appliquer à la rendre heureuse. Oui, Voilà. ça c'est... Oui, voilà, c'est Et ça. de toute façon, quand tu la rendras heureuse, Ça me rendra... Voilà. Oui, tout simplement, oui. tu sais, c'est comme pour les enfants. Hein. Quand vous voyez, et moi ça a été une chose, un grand bonheur pour moi, quand par exemple Noël arrive et que vous avez commencé à acheter les cadeaux, vous leur dites rien, et qu'à un moment vous les voyez crier quand ils ont trouvé leurs cadeaux, ils se mettent à danser dans tous les sens, ça vous fait plaisir parce que vous les avez rendus heureux. Et ça devrait être ça, le mariage. Un lieu où on rend l'autre heureux. Et trop souvent, on cherche le bonheur. Il ne me rend pas heureux. Donc, je ne suis pas contente parce que je ne suis pas heureuse à cause de lui. Alors que nous devons apprendre à être heureux indépendamment d'un conjoint, indépendamment même d'un travail, indépendamment d'un certain nombre de choses. Nous devons apprendre à être heureux. Et c'est ça qui est le grand défi que nous avons et qui n'est pas simple à relever. Et puis, parlons du choix du conjoint. Sur quels critères on choisit quelqu'un? Mais est-ce qu'on regarde à certains aspects comme les projets de vie? Est-ce qu'on a les mêmes projets de vie? Je vais même plus loin. Est-ce qu'on a la même religion? Moi, j'entends des jeunes me dire, ah ouais, moi, les filles de l'église, des fois, je ne comprends pas leur coiffure, je ne comprends pas leur style. Moi, j'entends ça. Et comme du genre à dire que les filles qui ne sont pas dans l'église, elles sont mieux tenues, elles ont un style qui nous convient. OK. La plastique, en effet. Elles ont une belle plastique. C'est une expression pour vous dire qu'elles sont bien, voilà. Elles se présentent bien. Mais est-ce que c'est tout ça? Est-ce que c'est suffisant pour faire un mariage qui réussit? Est-ce que c'est suffisant pour faire un mariage qui réussit? On a des personnes qui se sont mariées avec des filles ou des garçons qui ne partagent pas leurs convictions religieuses. Mais on est comment après? Par exemple, vous savez, des fois, vous êtes assis dans l'église et puis vous voyez des couples adventistes qui entrent, madame, monsieur, bras dessus, bras dessous, et votre conjoint, il ne peut pas vous suivre. Hein? Il n'est pas là parce que ce n'est pas sa religion et ça ne l'intéresse pas. Vous comprenez? Et, ou encore, il va dans une soirée dansante et vous-même, vous ne pouvez pas l'accompagner parce que vous êtes bien saisi que ce n'est pas votre place là. Et pendant que vous êtes à la maison, vous vous demandez combien de filles sont en train de tourner autour de lui, en train de danser collé serré avec votre mari. Ce sont des aspects auxquels on ne pense pas. Et qui pourtant ont une importance extrême, surtout quand viennent les enfants. Parce que j'ai connu des personnes qui se sont mariées avec des non-croyants, des non-adventistes, et qui ont dit non, moi, pour la question du baptême
Non, il n'y aura pas de baptême, hein. C'est-à-dire, il n'y aura pas de baptême catholique hein, chez nous. Hein. Non, non, t'en fais pas. Hein. Et puis quand le conjoint est parti à l'église le samedi matin, la personne est allée à l'église faire baptiser l'enfant. D'accord? Mais oui, parce qu'on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. On n'a pas les mêmes projets. Or, quand Dieu a mis l'homme et la femme ensemble, c'était pourquoi? Pour qu'ils deviennent une seule chair. Et il est difficile d'être une seule chair quand l'un va à gauche, l'autre va à droite. Quand l'un a des projets dans un sens et l'autre a d'autres projets. C'est difficile. Et ça win souvent les couples. Et quand les enfants arrivent, ils deviennent presque même, j'ai envie de dire, des otages. Ils sont des otages dans cette situation. Un autre aspect. D'ailleurs, moi j'ai vécu dans un foyer mixte. Ma mère est devenue adventiste et mon père ne l'a jamais été. Nous n'avons jamais eu de soucis avec mon père pour la question du sabbat. Jamais. Mieux, mon papa déposait ma maman à l'église et venait la chercher. Mais ma mère nous a dit qu'elle ne referait pas. Si elle devait refaire une telle expérience, elle ne la referait pas. Parce qu'on n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes aspirations, même des petites choses du quotidien. Il a besoin de manger son crabe. Ou il a besoin voilà, il a besoin de regarder un bon film le vendredi soir alors que vous êtes dans une autre, j'allais dire, dimension. C'est difficile. Il est invité dans des endroits où vous ne pouvez pas le suivre. Et vous savez, aujourd'hui, excusez-moi de le dire, hein, parce que moi, j'observe aussi la petite jeunesse. Quand un gars marié se retrouve seul dans certains endroits, c'est vite fait. Hein. Les filles n'ont plus foi aux yeux. Hein. Le mec leur plaît. Non, je veux dire qu'elles vont le draguer. Quoi? Oui, tu as bien dit ça. Une femme mariée aussi. Mais aujourd'hui, il faut faire très attention. Donc, quand vous n'avez pas les mêmes aspirations de vie, ça devient difficile. Et on se rapproche plus j'allais dire, soit du divorce, ou encore deux personnes qui vivent ensemble mais qui ne sont plus sur la même longueur d'onde. Il n'y a rien de plus difficile que ça. Quand j'étais jeune, mon père fumait à la maison. Et c'était difficile pour ma maman de vivre ça, la cigarette à la maison, en permanence. Il y a aussi une autre question dans le choix du conjoint, c'est la question de l'éducation. Quelle éducation avez-vous l'un et l'autre? Est-ce que ce sont des éducations qui s'entrechoquent? Il y a je me souviens d'un professeur qui nous avait raconté sa première expérience quand il était sorti avec une jeune fille qu'il devait épouser. Adventiste comme lui, fréquentant la même église, une jolie fille et qui était toujours bien mise, et voilà. Puis un jour, il a décidé de lui rendre visite, mais il n'avait pas averti. Et donc, il est monté, à l'époque, ils étaient à pied, il n'avait pas sa petite voiture, hein, c'était pas aussi... Et il monte, et il arrive dans les abords de la maison, et puis il entend un cancan, des gens qui sont en train de crier, il entend des jurons, mais des jurons, et il reconnaît la voix de sa bien-aimée, et nous a dit, il a fait demi-tour, et il est rentré chez lui. Et c'était terminé. Quoi? Quoi? Pourquoi il n'est pas allé voir? Oui, il a eu sa réponse. Il a reconnu la voix de sa bien-aimée. Vous ne connaissez pas voix? Voilà. Tu vois? Quoi? Tu as un nom qui a fait la même expérience. Voilà. Parce que quand tu épouses une personne qui après est capable de te dire des mots, tu sais qui... Oui, c'est dans ce sens-là hein, que je disais ça. Hein. Alors, Nathan et Moïse. En dehors de l'histoire en elle-même, je comprends, en tout cas sur le moment que la personne part, en tout cas, c'est quelque chose que je trouve normal en soi. T'as pas forcément envie de rentrer dans une dispute de famille ou quoi que ce soit. Mais après,
est-ce que tu peux, si on est à un engagement proche, un stade d'engagement proche du mariage ou quoi, juste décider de faire disparaître la personne de ta vie pour quelque chose qui t'a déplu. Alors, surtout pour un juron, entre guillemets, ce que tu as dit, c'est vrai que... Un juron. Non, c'est vrai que des jurons que quelqu'un a dit, ça veut dire qu'elle peut le dire autre part, mais cette phrase-là, c'est vrai et pas vrai en soi, parce que je pense que tous ici, on a déjà insulté quelqu'un, on s'est déjà emporté. Est-ce que c'est pour autant qu'on va les répéter? Tous ici, on a peut-être déjà insulté un camarade, on n'a jamais insulté nos parents. C'est pas forcément vrai. Ça dépend de quelque chose. Voilà. Et puis, je pense pas qu'il faille forcément s'arrêter à ça. C'est quelqu'un que tu viens de rencontrer, à la rigueur, ça se comprend. Mais si t'es proche du mariage avec quelqu'un, ça me paraît particulier quand même de tout arrêter comme ça. J'écoute Nathan, j'écoute celui qui a dit, voilà. Je vais vous raconter mon expérience. Je sortais avec une jeune fille. C'était pas de toi. Moi je suis marié, donc ça ne peut pas être elle, avec une jeune fille avant Sylvie. Et moi j'aimais beaucoup cette fille. J'étais proche de sa famille. Et un jour, elle avait un frère un peu plus jeune. Il est venu me voir en privé. Il me demande d'aller parler à quelques garçons qui l'embêtaient. Je dis, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Il me dit, oui, parce qu'ils veulent me violer. Je dis, quoi? Des garçons veulent te violer? Il a dit, oui. Eh bien, je couchais avec un et les autres veulent. Et il commence à le harceler. Moi, je n'ai même pas entendu. Tout ce que j'ai entendu dans ma tête, c'est qu'il est homosexuel, il est gay. Et je dis, tu veux dire que tu as couché avec un garçon? Il a dit oui. Je suis rentré dans le détail parce que je n'arrive pas à quoi. Ce jour-là, j'ai appelé la fille, je dis, écoutez-moi, c'est fini entre nous. Et elle m'a demandé pourquoi. Je dis, parce que ton frère, il est homosexuel. Pourquoi? Ce que je vois, c'est... Je suis à la maison avec ma femme et son frère vient avec son copain, ils s'embrassent devant mes enfants, des choses comme ça. Je ne pouvais pas supporter ça. Elle était bien, c'était une bonne fille. Elle était bien adventiste tout, mais j'ai mis stop tout de suite et j'ai cherché une femme qui est pieuse. Amen. Tu as épousé Sylvie. Mais en tout cas, une chose est certaine. Alors... Nathan, ce que tu dis n'est pas faux. Cependant, il y a des gens qui préfèrent prendre ces précautions-là. Et je pense que lui, dans son cas, s'il a pris cette précaution, c'est parce qu'il s'est rendu compte, même en entendant le flot d'insultes, que ça ne devait pas être quelque chose qui était difficile à sortir de sa bouche. D'accord? D'une part. Et quand on épouse quelqu'un, quand on sort avec une personne, avec une fille ou avec un garçon, on ne connaît pas tout de la personne. D'accord? D'ailleurs, vous-même, je peux le dire, moi, il y a des aspects de ma personnalité que je ne connaissais pas encore tant que je n'étais pas mariée. Et face à certaines choses, j'étais surprise de voir mes réactions. Donc, à plus forte raison, une personne avec qui tu sors, et il faut le dire, il y avait aussi des personnes, elles sont bien, il y a des filles qui arrivent, elles sont bien mises, bien pimpantes, et puis qui donnent l'impression de faire l'affaire, et puis tu te rends compte avec le temps et dans certaines circonstances que il y aura difficulté. Donc c'est un exemple que j'ai donné, d'accord? Mais pour vous faire comprendre que la différence d'éducation peut poser problème. Il y a des fois où ça ne pose pas de problème. Quand des personnes, moi j'ai un ami qui me disait qu'il sortait avec une fille, et d'ailleurs, comme il n'est pas adventiste, ils ont vécu ensemble, et jusqu'au jour où il a compris certaines choses de la personnalité de la fille parce qu'il est allé dans la famille. Mais quelque chose de simple, de banal. On l'a invité à déjeuner, et puis quand on est passé à table, comme dans la plupart des familles, quand on vous invite à déjeuner, on passe à table. C'est le mot table, avec chaise et voilà, d'accord? Et là, chaque personne est allée et a pris son plateau
et aller manger. Celui-là est allé sous le manguier, celui-là est allé dans sa chambre manger, l'autre devant la télévision. Et lui, il s'est rendu compte, avec cet exemple-là, du type de femme avec qui il sortait et qui s'est révélé être un problème. Ça leur a posé problème parce que la fille était quand même sur ses positions, elle avait des manières, excusez-moi l'expression, blip, hein, qui ne correspondaient pas à ce qu'il était. Et quand vous êtes Moïse et Nathan, et quand vous êtes par exemple avec des amis, vous êtes au restaurant ensemble et que la compagne fait des choses qui vous gênent, ça pose problème. Est-ce que vous comprenez? Ça pose problème. Et même si on est aveugle, quand on est amoureux, quand on a posé ses valises et qu'on a repris son calme et qu'on vit avec une personne, ce qu'on supportait quand on sortait ensemble, on ne le supporte plus quand on est marié. Conclure? D'accord. Juste pour revenir au fait, il y a certains exemples que, par exemple l'exemple du repas de famille, c'est le fonctionnement de la famille. En soi, quand ils vivaient tous les deux, ça fonctionnait. Et parce qu'il a vu la famille fonctionner comme ça, il a dit qu'avec elle, ça n'a pas fonctionné, alors que ça fonctionnait déjà. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit il a compris certaines choses qu'il vivait à la maison à partir de cette rencontre dans la famille. D'accord? Okay, c'est ce que j'ai dit. Oui, parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas avoir d'éducation et puis qui sont formés. Mais le problème, c'est que avant de vous marier, vous ne savez pas si ça va marcher, ça. Hein? Exactement comme des gens qui vous disent c'est pas un problème d'épouser un gars qui n'est pas adventiste, il va se convertir. Qu'est-ce qui vous dit qu'il va se convertir? Même des gens qui vous disent ah oui, ils vont à l'église avec vous tous les samedis tant qu'ils sont fiancés. Et puis comme par hasard, bim, quand on est marié, hop, ce samedi-là on ne peut pas aller. On y va de moins en moins. On voit ça. On voit ça dans nos églises. Des gens qui sortaient ensemble et ils étaient là tous les samedis. Et puis quand ils se sont mariés ou qu'ils ont eu les enfants, on ne voit plus les gens. Petit à petit. Donc, tu vois, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais faire des plans sur la comète. S'assurer donc, il vaut mieux prendre ses précautions. Donc, comme je dois conclure également, malheureusement, je vais aborder rapidement d'autres points. Alors, il y a également des passés qui rattrapent les gens. Il y a des gens qui ont eu un passé difficile et quand il faut le projet de se marier, ce passé-là les rattrape. Une vie un petit peu désordonnée ou des problèmes qu'ils avaient avec des gens et ça revient sur le tapis. Il y a également la question de la maladie. Ma mère nous disait toujours qu'un homme ne veut pas épouser une femme malade. J'ai toujours entendu ça, oui. Oui, les hommes n'aiment pas épouser, peut-être que les hommes vont me contredire, que ça ne leur pose pas de problème, mais une personne qui est tout le temps malade. Parce que quand on épouse quelqu'un, c'est pour au moins sortir avec la personne, faire un certain nombre de choses. Et si c'est toujours être à son chevet, ce n'est pas forcément ce que les personnes souhaitent. Donc, même là, il faut savoir avec qui vous vous mariez. Et puis, il y a également des personnes qui ont des tares familiales. C'est triste à dire, hein, mais ce sont des réalités. Hein. Et moi, j'ai connu un monsieur à qui tout le monde avait dit « N'épouse pas cette fille-là. Elle est très belle, mais n'épouse pas la fille. » Parce que la fille, elle a dans sa famille, j'allais dire quelque chose d'héréditaire, une maladie mentale. Eh bien, ce monsieur a épousé la fille qui était tout à fait bien. Et puis quand elle a eu le premier enfant, il y a eu comme un déclenchement et la maladie mentale a suivi. Et l'enfant qu'elle a fait a aussi été dans la maladie mentale. Donc ce monsieur était tout le temps à devoir gérer des situations difficiles où on l'appelait au travail en lui disant que sa femme a laissé les enfants partir à l'école en pyjama, ou elle-même elle est partie comme une folle de machin. C'est difficile. C'est difficile. Donc, il faut aussi s'inquiéter de savoir où on met les pieds. Et puis, il y a également le dernier point, en fait, l'avant-dernier point, la santé physique. Votre propre santé. Parce que c'est très bien de ne pas vouloir sombrer dans la précarité, mais on peut avoir un très bel emploi, donc je résume, un très bel emploi, gagner très bien sa vie, et puis à un moment tomber malade et ne plus pouvoir travailler. Et ça, on en rencontre dans mon domaine, des personnes qui
qui avaient un emploi et qui ne peuvent plus travailler pour des raisons de santé. Et malheureusement, on n'a pas encore la Sécu qui nous donne, qui fait le relais pour vous donner le salaire que vous aviez, hein, la rente que vous aviez quand vous travaillez. D'accord? Et donc, cela peut être une cause de précarité et c'est à vous, donc, de préparer votre santé. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune qu'il faut vous dire « je fais tout ce que je veux, je qu'à manger n'importe qui bitin, voilà, je dors sans le matin et puis je vis le soir comme un vampire ». Non, il faut à un moment, il faut à un moment prendre soin de votre santé. Parce que votre santé également va avoir un impact sur votre famille. Et puis, on n'aime pas toujours ce qu'on est, ce qu'on a en soi. Des fois, on considère qu'on a un gros nez ou bien qu'on a un front trop plat ou un front bombé ou on est obèse ou ceci et cela. Il faut apprendre à s'accepter. Et il y a des points sur lesquels on peut impacter. Hein? Vous savez que vous n'êtes pas la plus jolie ou le plus beau. Ce n'est pas la beauté qui compte, mais il faut savoir aussi se mettre bien. Hein? Se donner des chances de pouvoir être bien pour trouver la bonne personne. Et puis, il y a un élément qui nous a été donné par le frère Lucien Coco, les blessures. Il y a des gens qui viennent avec beaucoup de blessures dans le mariage. Et ça, ces blessures-là ont des répercussions sur la vie de couple et peuvent briser une famille et plonger des gens dans la précarité. Parce que quand un divorce arrive, je peux vous l'assurer, ce que l'on payait ensemble, des fois l'autre vous lâche tout. D'accord? Et vous devez courir dans tous les sens pour essayer de redresser la barre et ne pas perdre pied. Donc, toutes ces choses-là sont des freins. Tout cela constitue des bombes à retardement qui font exploser votre petit univers et qui peuvent vous plonger dans la précarité. On peut plonger dans la précarité, comme je l'ai dit, avec le travail. On peut plonger dans la précarité avec la famille. On peut plonger dans la précarité avec la santé. Mais je m'adresse à des jeunes qui ne sont pas étrangers à la spiritualité, parce que c'est le dernier point que je vois. Vous avez tous une conception de Dieu et une croyance plus ou moins grande. Est-ce que vous êtes croyant parce que vos parents sont croyants? Ou du moins, est-ce que vous êtes adventiste parce que vos parents sont adventistes? Est-ce que vous avez développé votre propre croyance en Dieu? Quelle place la spiritualité tient-elle dans votre vie? Pour revenir à ce que tu disais, Noémie. Et si j'ai fait le choix de terminer avec cet aspect de la vie des individus, c'est parce que la place que tient votre spiritualité dans votre vie va déterminer tous les choix que vous allez faire. Que ce soit en matière d'emploi, dans le choix de votre conjoint, dans votre santé, tout cela aura un impact, sans compter tous les autres domaines, les autres aspects dans lesquels vous allez évoluer. Les loisirs, le choix de vos amis, les sports que vous allez faire. En fait, votre vie doit être marquée par votre spiritualité. Et si vous êtes une personne qui n'arrivez toujours pas à vous mobiliser pour faire des études ou pour travailler, c'est qu'au niveau spirituel, vous avez quand même un très gros besoin. Et il y a un blocage quelconque qui vous empêche de vous redresser. Il y en a que l'on considère être paresseux. La paresse a toujours un motif. Et vous devez faire le point sur votre relation avec Dieu. Qui est Dieu pour moi? Pourquoi est-ce que je suis adventiste du 7e jour? Et qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Je ne dis pas qu'est-ce que ma maman ou mon papa veut pour moi. Qu'est-ce que moi je veux pour moi? Les parents ont souvent peur de ces questions existentielles. Parce que, quelquefois, ils ont le sentiment que quand certains se donnent les réponses, ils quittent l'Église.
Mais savoir qui l'on est sur le plan spirituel demande une grande maturité d'esprit et un grand caractère, les jeunes. Et pour répondre à la question du départ, comment s'organiser pour ne pas tomber dans la précarité? Il faut être honnête avec soi-même. Être honnête avec soi-même. Je le répète, qu'est-ce que je veux pour moi, Moïse? Est-ce que tu as les ressources d'arriver à ce que tu veux pour toi? Et si vous ne pouvez pas répondre positivement à cette question, demandez-vous alors, qu'est-ce qui m'empêche de vouloir me battre pour ne pas tomber dans la précarité? Qu'est-ce qui me freine ou qu'est-ce qui freine mon souhait de me bouger? Que dois-je faire pour atteindre mes objectifs de vie? Si vous connaissez le parcours à suivre, suivez-le. Si vous ne savez pas quoi faire, il y a des personnes ressources dans l'Église adventiste. Il y a, pour le domaine du travail, des personnes, il y a des gens qui travaillent à Pôle emploi, il y a des personnes qui travaillent comme moi au conseil départemental qui peuvent vous accompagner et vous mettre en connexion avec des services et des personnes. Il y a également des psychologues que nous avons dans l'Église et nous avons la chance d'avoir des psychologues adventistes qui peuvent accompagner. Mais, chers jeunes, vous avez des privilèges que les autres n'ont pas autour de vous. C'est que vous avez un Dieu sur qui vous pouvez compter. Et quand je dis ça, c'est pas pour faire une phrase, c'est pas pour terminer adventistement mon sujet. Je vous le dis vraiment. Et quand vous donnez à Dieu la première place et que vous lui demandez de vous accompagner dans votre choix de métier, dans votre choix de conjoint, dans vos choix de tous les jours. Vous savez, j'ai demandé à Dieu de m'accompagner dans le choix de ma maison, du lieu où j'allais construire ma maison. Et moi, le promoteur m'avait proposé une autre commune. Et Dieu a fermé les portes, alors qu'elles étaient ouvertes à un moment. Il a fermé les portes à un moment pour que je sois au Lamentin. Il y a des amis qui me disaient, « Lamentin, ma fille, c'est loin. » Eh bien, je peux vous dire que là où Dieu m'a placé, je suis bien. Je suis en paix. Et des choses que j'aurais vécues, à mon avis, ailleurs, je ne les vis pas. Et j'ai un entourage de voisins. C'est vrai que nous sommes arrivés ensemble et qu'on a appris à se connaître ensemble. En même temps, on avait nos enfants qui grandissaient ensemble. M'a permis d'être dans un lieu dans lequel je m'épanouis et où je rentre sans problème. J'ai demandé à Dieu de m'accompagner dans le choix de mon métier. Et jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je n'ai jamais regretté ce choix. J'ai des collègues qui me parlent souvent de reconversion professionnelle, de vouloir faire... Moi, ça ne me vient pas du tout à l'esprit. Parce que j'ai toujours demandé à Dieu de m'accompagner. Et demander à Dieu de vous accompagner, c'est aussi lui dire, Seigneur, voilà, je fais un choix et j'espère qu'il te convient, mais si tu considères que ce n'est pas sur cette voie que je dois aller, ferme les portes. Mais vous ne devez pas le dire comme ça. Vous devez vous imprégner de ce que vous dites à Dieu. Et je vous assure, chers frères et sœurs, et s'il faut interroger plusieurs de vos parents, bon Dieu qu'a fermé les portes là. Laissez pas pour là où vous devez aller. Et il ouvre les portes là où vous devez aller. Donc même quand vous dites, je ne sais pas encore ce que je veux faire comme métier, rapprochez-vous de professionnels et vous verrez, progressivement, vous allez trouver votre voie. Mon fils cadet avait ce problème. Il ne savait pas ce qu'il voulait faire, d'autant plus que sa scolarité a été très difficile. Et puis, comme je travaille avec la mission locale depuis de très nombreuses années, que je faisais partie des commissions, donc je m'étais créé mon réseau d'amis. Et puis j'ai exposé la situation à une amie qui m'a dit, ma fille, faites mon avis. Tac, tac, tac. Il a rencontré une psychologue, j'allais dire celle qui vous accompagne dans le choix des métiers. Et puis l'enfant a trouvé sa voie. Et quand elle lui a dit cela, tous les examens qu'il devait passer, il les a réussis, alors qu'il avait un blocage. D'accord? Donc il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner, qui vous accompagnent. Et puis nous, parents, nous devons également, j'allais dire, accompagner nos enfants. Nos choix ne sont pas forcément leurs choix.
les accompagner. Et puis, quand vous êtes conscient que, par exemple, à la maison, les choses sont difficiles, essayez de les comprendre. Ayez des échanges avec les enfants, des discussions. Moi, je me souviens avoir eu des discussions avec mes enfants où on a mis, j'allais dire, carte sur table et où je me suis remise en question. J'ai demandé pardon parce que vous savez, il n'y a pas d'école des parents et ce qu'on croit être bien n'est pas forcément ce qui est. Et puis, j'avais une très grande rigidité. Et mon fils s'est senti tellement à l'aise parce qu'il a senti que j'étais venue vraiment pour la discussion que tout ce qu'il avait à dire a été dit. Mais je n'ai pas simplement pris ça pour le prendre. Et j'ai travaillé dessus et il a vu ce changement et j'ai vu ce changement se faire. Donc nous aussi, parents, nous avons des exigences vis-à-vis de nos enfants ou encore il y a des problèmes à la maison qui font que nos enfants se sentent perdus quelquefois et se disent... voilà, ça ne va pas à la maison, je n'ai pas envie de travailler, je n'ai pas envie de faire certaines choses. Et il faut aussi apprendre à nous remettre en question par rapport à eux. Voilà, et je vais terminer avec 3 textes et j'ai fini. Le premier texte qui se trouve dans Matthieu 6 au verset 33 et qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Et croyez-moi, il ne faut pas dire « ouais, encore la religion ». Non, mes amis, ce n'est pas de la religion. C'est une rencontre que vous allez faire avec Dieu et qui va vous porter. 1 Corinthiens 10, verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » On ne choisit pas un métier, surtout quand on est chrétien, pour faire simplement un métier. On a des objectifs de vie par rapport au retour du Seigneur. Et moi, je me souviens d'un pasteur qui nous disait, et il avait raison, quand vous choisissez un métier, que ce soit un métier qui vous permette de travailler pour le Seigneur, ne serait-ce que pour donner financièrement pour votre Église. Tout ce que vous faites, c'est pour l'avancement de Dieu. Et le dernier texte, 1 Timothée 6, verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. J'ai terminé. Merci. J'allais vous demander d'applaudir, mais vous avez applaudi avant. Bah, donnez un plus grand applaudissement à Martine. Martine, tu as vu comment les gens ont apprécié. Je me rappelle au début, quand je lui ai demandé, elle m'a appelé 3 fois pour m'expliquer. Explique-moi ce que tu veux vraiment. Parce que moi, mon objectif, c'est de vraiment aider les gens dans